Stephen Hubbard, le monsieur que vous voyez à l'écran-ci, celui-ci, est un mercenaire américain de 72 ans qui a été reconnu coupable pour sa participation au conflit en Ukraine. Et il a participé au conflit en Ukraine en tant que mercenaire. Et il a été condamné le 7 octobre à 6 ans et 10 mois de réclusion dans une colonie pénitentiaire par un tribunal de Moscou. Oui, j'ai oublié de le préciser, c'est qu'il a été attrapé par la Russie. Avant le début des hostilités en 2022, il vivait à Izium, dans l'oblast de Kharkov. Il est accusé notamment d'avoir rejoint les forces ukrainiennes peu après le déclenchement des affrontements entre Kiev et Moscou. Arrêté en avril 2022 par l'armée russe, Hubbard aurait perçu un salaire d'au moins 1000 $ par mois pour ses services au sein de l'unité de défense du territoire ukrainien, selon le communiqué publié sur Telegram par les tribunaux de Moscou. L'accusation affirmait également qu'il a suivi une formation militaire et qu'il a reçu des armes pour participer au combat contre les forces russes. Environ 6000 combattants étrangers ont été éliminés en Ukraine, selon le ministère russe de la Défense. Hubbard a plaidé coupable en septembre 2024. Mais son avocat a annoncé à l'agence de presse TASS que son client envisageait de faire appel à sa décision, alors qu'il a déclaré coupable. Donc peut-être qu'ils vont dire qu'il a été contraint d'avouer sous la torture ou trouver un stratagème de ce genre pour le défendre. Selon un rapport du ministère russe de la Défense publié en mi-mars, plus de 13 000 mercenaires étrangers ont rejoint le conflit en Ukraine. Et l'armée russe affirme en avoir éliminé près de la moitié. Donc actuellement, il reste à peu près 6 500. Et ça ne s'arrête pas là. Figurez-vous que les principaux pays, c'est-à-dire les principaux pays d'origine de ces combattants étrangers-là, de ces mercenaires, selon le ministère russe, sont la Pologne, suivi directement de la Géorgie et juste après des États-Unis. Alors, vous l'avez compris, c'est une nouvelle vidéo React. On va parler de certaines choses qui nous sont peut-être passées sous le nez avec tous les événements qui s'enchaînent ces derniers temps. Avant qu'on ne continue, sachez que vous pouvez souscrire à la chaîne pour moins de 3 € par mois. Aussi, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube, nous avons une formation très explicative des méthodes les plus efficaces. D'ailleurs, j'ai créé une nouvelle chaîne YouTube appelée Le Jeune Initié où on parle de spiritualité. Tous les liens sont en description. Merci de participer à la croissance en mettant un like à cette vidéo. Revenons au sujet. Nous avons le rythme du conflit en Ukraine qui s'accélère graduellement, avec les forces armées russes qui progressent sur plusieurs fronts tout en prenant le temps nécessaire pour pouvoir préserver leurs ressources et se réapprovisionner, se réalimenter. Alors, leur approche vise principalement à laisser le temps aux économies occidentales de se fondrer sous les erreurs de leurs dirigeants. Un effondrement économique qui mettra fin à leur influence mondiale, notamment à celle des partisans du Project for a New American Century. Le Project for a New American Century, en abrégé PNAC, était un think tank américain fondé en 1977 et ça prônait un renforcement de la puissance militaire américaine et un leadership actif des États-Unis dans toutes les affaires mondiales, souvent donc par l'utilisation de la force militaire pour pouvoir promouvoir leurs intérêts à l'étranger. C'est important de préciser ça. C'est ce projet par exemple qui a fait la promotion de l'invasion de l'Irak en 2003 en mettant en avant la nécessité de renverser Saddam Hussein pour des raisons de sécurité nationale comme ils ont dit et de stabilité régionale. On a vu comment ils ont sécurisé et stabilisé. La Russie va aussi laisser le temps à ses partenaires d'organiser la montée en puissance de la multipolarité. Je parle là des BRICS+, de l'OCS et d'autres organisations multinationales comme la Confédération des États du Sahel. Et ce, dans tous les secteurs, en instaurant de nouvelles règles financières, économiques et culturelles qui ne seront pas sous domination occidentale. La chute d'Ougledar, comme vous pouvez le voir à l'écran, voilà, les forces russes ont pris le contrôle total de la ville. Parce que dites-vous qu'il y a quelques jours, quand on annonçait les informations, la zone bleue était la zone encore contrôlée par les Ukrainiens et la zone rouge était celle contrôlée par les Russes. Vous avez vu, et les officiers ukrainiens ont clairement dit à Mondovision qu'ils ont dû partir, du moins, qu'ils ont été chassés. Ils ont utilisé la formulation partir pour des besoins de communication. Mais ce n'est pas comme s'ils laissent volontairement l'endroit. Donc, après la chute d'Ougledar, c'est désormais Pokrovsk qui se trouve dans le viseur. La Russie n'a plus aucun intérêt à négocier avant une défaite complète de l'Ukraine et sa capitulation totale et sans condition. Le genre de négociation à la manière de ce qu'on a voulu faire pour Minsk là, c'est du passé. Là, ils sont trop avancés pour faire un rétropédalage. C'est d'ailleurs pour ça que Zelensky fait le tour du monde. C'est d'ailleurs pour ça que Zelensky marche comme il n'est pas permis. Le gars là a déjà visité tous les pays de la Terre à la recherche d'une solution. Une solution à un problème où ce sont les Américains qui l'ont mis là-dedans. De l'autre côté du monde, nous avons là le Hezbollah annonce son entrée en guerre officielle avec l'entité israélienne. Donc voilà, il semble que ce soit désormais officiel. Les unités du Hezbollah ont commencé à hisser le drapeau rouge de la guerre.
avec les bombardements israéliens qui frappent tout le Liban, ainsi que les sabotages qui visent les téléavertisseurs, les téléphones portables, les talkie-walkie et j'en passe. Il y a donc un tas de gens qui ont conclu que cette guerre a été imposée au Hezbollah. Le geste de lever ces drapeaux rouges, comme vous voyez à l'image, là semble être donc la reconnaissance officielle d'une situation que beaucoup jugeaient déjà inévitable depuis quelques jours, c'est-à-dire une guerre officielle. Quant à la suite des événements, elle paraît évidente. Une escalade rapide et intense est à prévoir. J'ai juste une pensée particulière pour tous nos frères et sœurs qui sont kidnappés et séquestrés au Liban, qui sont torturés au Liban. Une situation qui dure depuis des années, où on est méprisé là-bas, alors qu'en Afrique, nos dirigeants leur déroulent le tapis rouge. Et là-bas, par rapport à tous les témoignages qui sont faits et j'en passe, c'est complètement ignoré par les dirigeants africains. J'ai une question pour vous. Comment être solidaire de ces peuples quand on sait comment ils traitent les Noirs chez eux, les Africains chez eux? Comment l'être? On peut que passer l'information, n'est-ce pas? Histoire de comprendre ce qui se passe dans le monde et d'apprendre les différents enjeux contemporains. Revenons même sur le continent. Au Burkina Faso, le Conseil supérieur de la communication a décidé de suspendre les synchronisations entre les médias nationaux et ceux à l'étranger jusqu'à nouvel ordre. Et ça ne s'arrête pas là. Parce que cette mesure fait suite à l'interdiction temporaire pour une durée de 3 mois de la diffusion des programmes de Voice of America au Burkina Faso. Cette décision a été prise après une diffusion d'une émission jugée très préjudiciable au moral des forces armées burkinabées et maliennes, selon donc l'agence d'information du Burkina. Déjà, pourquoi est-ce que Voice of America parle du Burkina? On a dit Voice of America, pas Voice of Burkina. Restez la voix des États-Unis. Est-ce que la population des États-Unis est capable de localiser le Burkina sur une carte? Wonderful. Ils parlent alors des choses du Burkina. Pourquoi? Ils se mêlent même de quoi? Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons l'émission ici, un Washington Forum, plus précisément l'émission du 19 septembre 2024, retransmise sur la radio privée Waga FM, une représentation d'un grave manquement. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. Il est reproché à un animateur d'avoir qualifié l'attaque terroriste du 17 septembre 2024 à Bamako de courageuse. Oui, l'attaque terroriste est courageuse. Et d'avoir insinué que l'attentat du 23 août 2024 à Barsalgo, au Burkina Faso, démontrait une inefficacité des forces de sécurité. Oui. Donc cette suspension de Voice of America intervient après une sanction similaire déjà qu'ils ont eu en avril. Parce que les gars sont en train de récidiver. Lorsque la SCI avait suspendu la chaîne pour 2 semaines, l'accusant d'avoir relayé un rapport d'une ONG qui accusait l'armée burkinabé d'exaction. J'avais fait une vidéo dessus si vous vous rappelez. Ils avaient dit que l'armée burkinabé massacre les populations burkinabées. Et donc il récidive. Le président du CSC a justifié la suspension de synchronisation avec les médias internationaux, dénonçant la diffusion récurrente d'informations malveillantes et tendancieuses par certains médias nationaux en partenariat avec les chaînes étrangères. Et on connaît bien de quel étranger ils sont en train de parler ici. Ils ne parlent pas de la Chine, ils ne parlent pas de la Corée du Nord, ils ne parlent pas de Taïwan, ils ne parlent pas de Singapour. On sait exactement quel pays fait ça. Les informations de ces chaînes déjà sont souvent inexactes et trop souvent font la promotion du terrorisme, ce qui est en contradiction avec déjà les lois en vigueur et ça nuit à la stabilité socio- et sécuritaire du pays. Ils sont obligés de couper, de sévir. Cette décision s'inscrit dans une série de restrictions concernant les médias internationaux avec plusieurs chaînes françaises comme RFI, LCI, France 24 ainsi que des journaux comme Le Monde, Jeune Afrique qui sont déjà interdits de diffusion au Burkina Faso. Mais ils ne s'arrêtent pas et ils sont interdits pour les motifs similaires. Apologie du terrorisme, propagation de fausses informations et j'en passe. Voilà donc, la première fois c'était 2 semaines, la deuxième fois c'est 3 mois. J'espère que la prochaine fois ce sera définitif, que ces gars ne vont plus jamais diffuser sur le continent. Nous savons que depuis 2015, le Burkina Faso fait face à une grave crise sécuritaire alimentée par les mêmes pays occidentaux, liés donc à ces attaques terroristes et qui prétendaient venir nous aider. Les autorités militaires du Burkina Faso multiplient donc leurs efforts pour combattre cette menace et combattre aussi les chiens porcs qui encouragent les criminels sur les canaux de diffusion du pays. Voilà, maintenant on va tout couper. Les gens n'auront plus accès à vos conneries et vous n'allez pas déstabiliser le moral des troupes. Alors là, nous avons le ministre israélien de la Défense qui devrait normalement se rendre à Washington pour des discussions importantes. Mais son déplacement a été annulé. Le Pentagone a annoncé qu'Israël avait informé Gallant qu'il ne serait pas en mesure de se rendre aux États-Unis. Toutefois, le ministère américain de la Défense a assuré que le report de cette visite n'affectera pas les consultations bilatérales entre les deux pays. Voilà, donc vraiment, ils peuvent le faire à distance. Maintenant, pourquoi est-ce qu'ils l'ont fait concrètement? Il y a des sources israéliennes qui affirment que le premier ministre Benjamin Netanyahou, le premier ministre israélien donc, bloque la visite de Gallant à Washington tant qu'il n'aura pas reçu
un appel du président Joe Biden, et tant qu'une réponse claire à l'attaque iranienne n'aura pas été approuvée par le cabinet israélien. Le Pentagone a par ailleurs exprimé son soutien aux frappes israéliennes contre le Hezbollah au Liban, tout en insistant sur l'importance de limiter les pertes civiles. Les États-Unis, à travers Joe Biden, ont bien fait comprendre qu'il y a des infrastructures en Iran qu'ils ne doivent pas toucher, que même s'ils frappent, il y a quand même des trucs qu'il ne faut pas qu'ils touchent. Par exemple, les installations nucléaires ou encore les installations pétrolières. Les Israéliens n'ont pas encore décidé de ce qu'ils allaient faire en termes de frappe. La question est en cours de discussion. Je pense que si j'étais à leur place, j'envisagerais d'autres options que de frapper des sites pétroliers. Voilà, donc ils sont un peu coincés vu qu'ils ont besoin de l'aval des États-Unis. La situation au Liban de son côté va continuer de se détériorer avec les affrontements de plus en plus violents entre les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah. De manière notable, le Pentagone a également réaffirmé sa position en déclarant, je cite, « Nous sommes très clairs sur le fait que nous ne cherchons pas la guerre avec l'Iran, malgré les tensions croissantes dans la région. Je ne pense pas qu'actuellement, vu tous les fronts sur lesquels ils sont, les États-Unis peuvent encaisser le coup. Je doute fort, parce que là, ça fait quand même beaucoup de guerres. Et en face, ce ne sont pas des petits, ce ne sont pas des chihuahuas, ce sont des molosses, des mastodontes qui ont aussi de quoi répliquer. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Partagez vos analyses en commentaire, j'attends vos avis et on se retrouve dans une prochaine vidéo.